L'objectif de cette conférence, c'était officiellement de recréer les accords de Paris version biodiversité. Mais de façon non officielle, c'était surtout d'éviter de recréer ce qui s'était passé à Nagoya. Bonjour et bienvenue sur Basis Point. Aujourd'hui, on reçoit une institution. Swiss Life, c'est l'un des plus grands groupes d'assurance vie en Europe. Coté au SMI, plus de 280 milliards d'avoirs sous gestion et 165 ans d'expérience dans le placement de capitaux et la gestion du risque. À travers Swiss Life Asset Managers, le groupe gère l'épargne longue des caisses de pension, des fondations, des entreprises, avec une vision, investir sur le temps long. Car ici, l'objectif n'est pas de suivre la tendance, mais de la décrypter et de comprendre les transformations profondes de la société et leur impact du coup sur l'économie. Et parfois, ça implique de sortir des cases classiques. Emmanuelle C. est une excellente ambassadrice de cette philosophie. Figure de la gestion thématique, elle parle couramment français, anglais, japonais et mandarin et thaïlandais, et un peu de cantonais et d'allemand au cas où. Elle va chercher les infos auprès de ceux qui l'a créé, en décortiquant les publications scientifiques pour fusionner analyse fondamentale et modélisation dans une approche quantamentale. Elle va nous expliquer ce que ça veut dire. Notre communauté grandit tous les jours et c'est grâce à vous. Alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Dans cette première partie, on pose les bases. Qu'est-ce qu'un vrai fonds thématique ? Comment on distingue une méga tendance d'un simple bruit de marché ? Et pourquoi, même si le narratif ESG vacille, certaines convictions restent solides ? Franchement, Emmanuelle C., avant de rentrer dans les 17 000 sujets desquels j'ai envie de vous parler, est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous expliquer un fonds thématique ? C'est quoi ? En fait, un fonds thématique, c'est un fonds qui est vraiment axé sur des tendances de long terme, qu'on peut appeler des méga-trends. C'est-à-dire que globalement, il faut que ça soit quelque chose de durable, de long terme, de structurel, qui n'est pas voué à changer dans le temps et qui profite d'une croissance future. Donc, c'est globalement en fait des marqueurs qu'on va retrouver sur toutes les thématiques qui existent, ce qui veut dire aussi que toute tendance n'est pas forcément une thématique. Il faut que ça réponde à un cahier des charges. Donc il ne faut pas que ce soit une mode Exactement, ou quelque chose de cyclique, mais vraiment quelque chose de structurel, de profond et de long terme. exactement. Donc, vous avez dit méga-trends. Comment on définit ce terme ? C'est quoi des méga-trends et comment est-ce qu'on les identifie ? Alors globalement, en fait, les méga-trends ont été notamment popularisés et mis en avant par les Nations unies. Pas uniquement, mais notamment par les Nations unies. Et on peut dire que globalement, il y a 4 grandes méga-trends qui permettent en fait de spécifier d'un côté, donc la toute première, on va retrouver tout ce qui est relatif à la population, au social, à la démographie. Donc typiquement, on va retrouver dedans des fonds thématiques reliés au vieillissement de la population, aux fonds social funds, etc. Une deuxième thématique qu'on peut retrouver, c'est tout ce qui est technologie, innovation. Donc dedans, on va retrouver les robots, les AI, donc c'est la cybersécurité, donc c'est assez vaste. Donc là, on parle du méga-trend technologie C'est ça, exactement. et Technologie et dessous, innovation. beaucoup de thématiques en fait. Exactement, investissable. Voilà. Donc, il faut d'abord que ça soit un méga sujet, méga trend, et en fait, à l'intérieur, il va y avoir des thématiques et également des sous-thématiques. Donc, plus on va rentrer en détail, plus généralement les univers d'investissement vont être très concentrés, ça va être plus niche, etc. Et ça va s'adresser à l'une ou l'autre catégorie d'investisseurs, retail, institutionnels, parfois les deux, selon la thématique. Donc, on retrouve pour revenir juste à la question des 4 méga-trends, la troisième, ça va être davantage situé sur tout ce qui est environnement, climat, de façon générale. Donc les fonds climat, les fonds biodiversité et autres vont se retrouver dans cette méga-trend. Et enfin, la dernière catégorie de méga-trends, ça va être tout ce qui est relié à l'urbanisation, à tout ce qui est économique. Donc, urbanisation durable, changement structurel, infrastructure verte, etc. vont se retrouver typiquement dans ce type de catégorie. Donc social, technologique, Environnement. et infrastructure. En fait, c'est changement structurel économique de demain, finalement. Avant, on parlait beaucoup de fonds sectoriels. On identifie un secteur
qui, pour des raisons X ou Y, avait un fort potentiel à long terme de se développer et de générer de l'innovation et des nouvelles opportunités d'investissement. C'est quoi la différence? Ça, c'est vrai, et c'était un peu restrictif en fait. Et c'est ce qui a amené finalement à la fin, entre guillemets, de ce modèle-là. C'est-à-dire un fonds sectoriel va se centrer sur un monosecteur. Donc ça va être le secteur de la santé, le secteur de la tech, le secteur des matériaux, etc. Ce qui veut dire qu'on se fie à une classification qui est donnée. On regarde finalement comment est classifiée l'entreprise. C'est ce qui va répondre finalement à si une entreprise est éligible ou non. Alors qu'un fonds thématique, ça va être un fonds beaucoup plus transversal. Et on va pouvoir capturer des opportunités à travers différents types de secteurs, mais pour répondre à une identité particulière. Je peux essayer de donner un exemple, vous me dites si j'ai compris. Si on prend par exemple l'assainissement des eaux Ouais. comme thématique, on pourrait investir dans une boîte tech, comme on pourrait investir dans une boîte de chimie qui développe des matériaux biodégradables, comme dans des écoles qui vont faire du awareness dans les pays en voie de développement. En fait, l'objet, c'est vraiment de capturer une opportunité de croissance. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment d'explorer toutes les voies possibles sur une thématique donnée. Et comme tu l'as mentionné, il faut vraiment regarder à travers toutes les classifications possibles. Et donc, sur la partie de l'eau, il y a les infrastructures, il y a les technologies, il y a toute la chaîne de valeur reliée au traitement de l'eau, par exemple, qui est très vaste. Technologie, tout ce qui est à base de céramique notamment, c'est des technologies qui se développent assez fortement et où il y a beaucoup de potentiel. Donc, et l'objet, quand on construit un portefeuille, en fait, c'est d'introduire une diversification et d'introduire un cadre de construction de portefeuille. Et c'est amené grâce à cette gestion thématique, beaucoup plus que raisonner en monosecteur où le risque sera très concentré et où finalement les opportunités de croissance seront bien plus limitées. C'est ce qui, à mon sens, en fait, a amené un peu la fin de ce modèle sectoriel il y a quelques années et où les fonds sectoriels se sont transformés en quelque sorte en fonds thématiques. Quand on est en train de définir ces choses et d'identifier les opportunités, ce qu'on est en train de faire inexorablement, c'est quand même de restreindre le scope de ce qui est investissable. Si on veut créer un portefeuille le plus performant possible, pourquoi partir d'un point de départ, on va exclure beaucoup de choses pour se restreindre à peu de choses sur la base d'une idée comme ça? À mon sens, ce n'est pas vraiment de la restriction, c'est plutôt vraiment un choix stratégique. C'est-à-dire que la thématique, ça va être comme une boussole. Donc on va raisonner en fait sous cet angle-là et justement casser un peu les barrières qui étaient figées de raisonnement par classification, etc. Et c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder si telle entreprise X, Y ou Z est classifiée selon peu importe classification dans tel secteur. On va vraiment s'affranchir de tout ce cadre figé pour aller regarder en détail ce que fait réellement l'entreprise, quelles sont ses activités, en quoi elle s'inscrit dans tel ou tel développement. Et vraiment, la particularité, c'est de raisonner en croissance future. Comment capturer les opportunités? Donc, ce n'est pas réellement restrictif de ce point de vue-là. Et du coup, c'est quoi les signaux qu'on essaie de lire et d'identifier pour établir une notion de « OK, il y a un potentiel de croissance future là ». Il faut se raccrocher déjà, savoir quel est le cadre. Le cadre et le point de départ, ce sont les méga-tendances, comme on le disait. Donc il faut déjà que ça s'inscrive là-dessus. Ensuite, le deuxième point, c'est pas parce que c'est une thématique, ou enfin une tendance marketing ou une tendance un peu à la mode, que tout de suite ça sera une thématique. Donc il faut que ça réponde à un cahier des charges, et le cahier des charges est assez drastique, on va dire, en la matière. Il faut que ça s'adresse à tout le monde, il faut que ça soit structurel ou séculaire, il faut que c'est quelque chose où on ne revienne pas en arrière, notamment. C'est-à-dire ? Une fois que la tendance s'est amorcée,
on ne va pas revenir en arrière. Par exemple, le changement climatique, malheureusement, est dans une pente assez inquiétante. Malheureusement, en un claquement de doigts, on ne va pas retrouver l'état premier des écosystèmes. Donc, c'est ça, en fait, cette partie tendance, c'est-à-dire qu'on va investir sur, finalement, des entreprises qui devront s'adapter à ce changement climatique, et on sait que ce changement climatique, malheureusement, est durable. Donc, il faut qu'on puisse tous s'adapter, trouver des solutions, développer des solutions et changer un peu nos façons, nos modes de vie en quelque sorte. Donc, en fait, c'est un tout. Et vous pensez que justement, les thématiques de durabilité sont en perte de vitesse parce qu'on n'a pas réussi à générer les rendements souhaités, ou c'est juste que c'était mal packagé, l'histoire était mal racontée, les gens se désintéressent un petit peu de ces enjeux? Disons que sur la partie climatique, malheureusement, il y a eu beaucoup de bruit. Donc, beaucoup de bruit politique, beaucoup de bruit. On a vu le sujet avec les États-Unis notamment. On a eu sur le marché des sociétés de gestion, hein, juste pour, parce que je pense à ça, qui se sont retirées des alliances net zéro, des entreprises également, des pays et autres. Et donc, ça a créé malheureusement un peu de la publicité négative autour de ça et du bruit négatif. Après, quand on regarde en détail réellement la construction des univers d'investissement et le nombre d'entreprises présentes dans ces univers d'investissement, on voit que ces univers d'investissement augmentent de plus en plus. Et en fait, on fait face à cette dichotomie, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un fort push finalement à est-ce que le ESG existe encore, est-ce que ça vaut le coup d'investir sur climat et autres. Et de l'autre côté, et c'est un peu la position des États-Unis là-dessus, il y a un business en quelque sorte. Et on pense souvent à l'aspect risque. L'aspect risque est primordial. Je pense notamment à la biodiversité. La biodiversité est devenue un risque systémique. Ça, c'est un premier point. Mais de l'autre côté, en fait, il y a tout l'aspect opportunité. Et les viviers sont assez significatifs. Rien que pour penser à la biodiversité, on parle en dizaines de trillions de dollars par an jusqu'en 2030. Donc c'est gigantesque. Et le marché est présent, on peut investir dessus, c'est suffisamment matériel. Donc, en fait, c'est toute une question un peu d'équilibre à la fin et il faut regarder en détail les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir du bruit, il peut y avoir alors, il y a aussi eu le sujet de ESG versus impact. Parce que souvent, beaucoup de personnes mettent tout dans le même panier, donc tous les fonds durables, tous les fonds ESG, etc. Les trucs pour sauver la planète, quoi. Oui, mais là-dessus, il faut faire la part des choses également. Parce que dans la construction même des fonds ESG, finalement, on part d'un point de départ, donc un indice global par exemple, et ensuite on applique des filtres. Je ne vais pas m'étendre sur la qualité des filtres ou chacun, mais finalement ces paramètres, donc c'est défini par les sociétés de gestion, c'est défini par le gérant, c'est défini par différents acteurs. Et à la fin, finalement, on a un univers qui est dit durable. Bon, ça c'est la construction même d'un fonds ESG. Concernant les fonds impact, c'est une autre construction. C'est-à-dire que un fonds impact a pour objectif de répondre à ce qu'on appelle une double matérialité. Alors, ça paraît compliqué en termes de terminologie, mais c'est très simple. En fait, il faut en premier lieu répondre à une matérialité impact. Donc, par exemple, si on donne en illustration un fonds biodiversité impact, en premier lieu, il va falloir répondre à une matérialité impact biodiversité et en deuxième lieu, de répondre à une matérialité financière. C'est-à-dire qu'en termes de construction de portefeuille d'un fonds impact, il faut prendre dans l'équation les deux paramètres. Ce qui veut dire qu'à la fin, en fait, en termes de construction de portefeuille et en termes de portefeuille, de robustesse, c'est totalement différent entre un fonds ESG et un fonds impact. Et effectivement, il y a eu beaucoup... disons qu'on a mis toujours dans le même panier ces fonds ESG, fonds impact et autres. Et il y a eu, je dirais, les investisseurs ont peut-être été déçus par la performance des fonds ESG. Mais ce n'était pas le cahier des charges de ces fonds-là, en fait. Et donc, du coup, ça a créé un peu de la mauvaise publicité pour l'ensemble des fonds durabilité globalement. Ça, plus le fait que
Alors, normalement, un fonds impact est légèrement plutôt small et mid cap pour justement capturer vraiment l'impact des fonds. Et généralement, les fonds impact n'investissent pas sur, enfin, tout dépend de la thématique, hein, mais en règle générale, sur les méga caps. Donc il faut que ça soit direct. Donc peut-être hormis sur des fonds infrastructures vertes où là, c'est un petit peu plus global et on peut s'intéresser à des sociétés dans l'AI, etc. Donc là, le lien peut se faire, mais en dehors de ces fonds-là, un fonds sur le climat ou un fonds sur la biodiversité investi sur des méga-caps, ça fait peu sens. Et au vu de la performance des méga-caps, ça crée une distorsion en termes de performance. Donc c'est tous ces éléments finalement à avoir en tête quand on regarde un peu les fonds sur la durabilité. Alors, il y a une thématique que vous avez soulevée à plusieurs reprises déjà maintenant, c'est la biodiversité. C'est un terme qu'on entend de plus en plus souvent dans les univers d'investissement. C'est quelque chose duquel on ne parlait pas vraiment il y a quelques années. Pourquoi c'est en train de prendre de la vitesse? Déjà, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi est-ce que c'est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui? Très grande question, un beau programme en perspective. Alors déjà, qu'est-ce que la biodiversité? On va partir finalement de ce point de départ-là. Souvent, on associe biodiversité, nature, donc c'est quelque chose qui nous est proche. Hein. Finalement, on pense tout de suite Aux fleurs, aux abeilles. au miel, etc. Donc ça nous parle d'un seul coup. Mais de l'autre côté, on se rend compte que quand le terme nature ou biodiversité nous est mentionné, ça peut paraître abstrait. Donc en fait, l'objet, tout de suite, ça va être de faire le lien concret entre un concept et l'investissement. Donc il faut qu'il y ait un fil rouge, il faut que ce soit direct entre la partie conceptuelle et l'investissement concret. Pour ça, point de départ. Le point de départ, c'est quelle est finalement la définition scientifique et académique de la biodiversité. C'est très simple. Il y a 3 aspects sur lesquels il faut regarder. Le premier point, c'est la diversité en termes d'écosystèmes. Il y en a 3 écosystèmes principaux, écosystème terrestre, écosystème maritime et écosystème aquatique eau douce. Voilà. Ensuite, c'est la diversité parmi et entre les espèces. Et enfin, la diversité génétique. Donc ça, c'est la définition académique et scientifique. Maintenant, quelle est la définition d'un point de vue investissement ou d'un point de vue financier? À mon avis, pas la diversité génétique. Exactement. En fait, on va faire un focus sur les 2 premiers points, sur les espèces et sur les écosystèmes. Parce que malheureusement, on n'a pas suffisamment de données exploitables en termes de génétique. Donc déjà, ça donne un angle spécifique en termes d'investissement. Et ensuite, il faut regarder un petit peu, donc tout le monde est familier un peu du GIEC, ou de l'IPCC en anglais, donc qui est finalement un consortium de scientifiques, d'académiques, sur le climat, hein, pour le GIEC, qui se réunissent pour établir, on va dire, des sujets de recherche sur le climat, sur l'environnement de façon générale. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a une version biodiversité du GIEC. C'est ce qu'on appelle l'IPBES. Encore une autre terminologie un petit peu compliquée, mais IPBES. Exactement. Et en fait, l'IPBES a été mis en place juste après la conférence de Nagoya, qui était un petit peu décevante, ou qui laissait un peu sur sa fin en tout cas. La conférence de Nagoya? Alors, la conférence de Nagoya, c'était juste avant 2010 en fait. C'était au Japon, donc, comme son nom l'indique. Et en fait, on a vu les cibles d'Aichi voir le jour. Et en fait, bon, c'est très intéressant. Tous les États étaient autour de la table. Et au final, la notion de préservation, de restauration des écosystèmes était mise en avant, etc. Le problème et un peu le défaut de cette conférence, c'était que finalement, les entreprises n'étaient pas invitées à cette table. Il n'y a pas eu non plus de push réglementaire. Et il n'y a pas eu non plus d'aide pour aider les pays émergents à rejoindre un peu ce train en marche. Donc au final, il y a eu énormément de volonté, de choses positives pour agir en matière de protection et restauration de la biodiversité, mais concrètement, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc
Souvent, on dit généralement que l'IPBES est finalement, la seule conclusion un peu positive de cette conférence de Nagoya, premièrement. Et deuxièmement, en fait, on parle souvent de la COP 15 biodiversité, qui a eu lieu fin 2022, initialement en Chine, et finalement ça a eu lieu au Canada parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu un peu du retard sur l'agenda à mettre en place cette conférence. L'objectif de cette conférence, c'était officiellement de recréer les accords de Paris version biodiversité. Mais de façon non officielle, c'était surtout d'éviter de recréer ce qui s'était passé à Nagoya. Donc pour ça, en fait, et c'est pour ça qu'on parle vraiment d'éléments historiques pour la biodiversité, parce que c'était la première fois qu'on a eu un consensus entre secteur public, secteur privé, plus le push réglementaire pour mettre tout le monde sur les mêmes rails, plus la mobilisation financière pour aider les pays émergents. Donc tout était réuni pour vraiment faire de cet événement l'élément déclencheur pour la thématique, mais également en fait pour le développement de solutions biodiversité au sein des entreprises. C'est pour ça que c'est vraiment un moment où je mets vraiment l'accent là-dessus. On parle souvent des COP, il y a eu la COP 30 qui a eu lieu là il y a quelques jours, etc. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en revenir dessus tout à l'heure. Oui, je veux le dire moi dessus. Mais cette COP 15 biodiversité a été vraiment un élément moteur pour tout le développement de solutions biodiversité, notamment au sein des entreprises. Alors, ça veut dire quoi, solution de biodiversité au sein des entreprises? Quand une entreprise, par exemple, décide de changer son business model pour développer une solution pour protéger ou restaurer des écosystèmes. Donc, les solutions sont extrêmement vastes. On va retrouver, par exemple, des solutions qui sont reliées à l'économie circulaire. Donc, je ne parle pas de tout le segment de l'économie circulaire, mais vraiment certains segments ou certains sous-segments de l'économie circulaire, comme certaines activités reliées au traitement de l'eau, le traitement des déchets, le traitement des métaux, qui se trouvent à date d'aujourd'hui quasi exclusivement qu'en Australie. Donc, on sait que l'Australie a un passé et même un présent très axé sur l'extraction. On voit apparaître de plus en plus de sociétés spécialisées dans justement l'économie circulaire appliquée aux métaux pour justement éviter l'infiltration dans les eaux, dans les sols, etc. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, un segment un peu niche dans l'économie circulaire, mais qui est vraiment important pour les écosystèmes. Et au passage, c'est vraiment important de ne pas séparer, je mentionnais tout à l'heure les écosystèmes, c'est vraiment important de ne pas séparer les écosystèmes des uns et des autres. Ils sont connectés. Tout est intraconnecté, effectivement, et interconnecté. Et par exemple, si on veut s'intéresser et sauver les océans, tout le monde connaît peut-être le système, le problème d'eutrophisation dans les océans. En fait, l'eutrophisation, c'est globalement quand, notamment, on va retrouver toutes les algues sur les plages. Les algues sur les plages, c'est un signe, c'est une matérialisation concrète du fait que l'océan ou les mers ne peuvent plus jouer leur rôle de régulation. Il y a trop de nutriments, donc tout ça, ça remonte et c'est rejeté. Bon, ce n'est pas uniquement les algues, mais c'est une matérialisation concrète de ce dysfonctionnement. Et souvent, on dit que les océans, c'est le baromètre du climat. Parce qu'on le voit tout de suite quand il y a un problème, quand il y a augmentation de la température, quand il y a de l'acidification, etc. Ça crée des perturbations concrètes. Donc là-dessus, si on veut se protéger les océans, il va falloir se poser la question finalement de quels sont les plus gros polluants pour les océans. Les plastiques, les microplastiques, les résidus chimiques de l'agriculture, pharmaceutique, etc. Il y en a énormément. Donc, ce qui veut dire qu'en amont, il faut considérer l'écosystème aquatico douce. Et ensuite, en amont, l'écosystème terrestre où il y a justement les activités humaines qui rejettent ces différents polluants. Donc, tout est à prendre en considération. Parce que ces polluants terrestres qui finissent dans les eaux douces finissent dans les océans. C'est ça. Donc, tout est vraiment intrinsèquement lié et disons que même si on se dit je vais me concentrer uniquement sur les océans, c'est impossible de regarder uniquement cet écosystème sans regarder les autres et sans regarder toutes les interactions derrière. Ok, donc on a vu que l'investissement thématique ne se résume pas à un secteur ou à un effet de mode. Ce sont des dynamiques profondes, transversales, qui dépassent les cycles et structurent durablement l'économie. Dans la deuxième partie,
qui sortira dans quelques jours, Emmanuel nous racontera tout sur la biodiversité. C'est justement la thématique ultra complexe qui est au cœur d'une de ces solutions d'investissement. Trop vaste pour être capturée par des indicateurs simples, trop complexe pour être réduite à un label ESG, et pourtant au cœur des grands équilibres économiques de demain. Elle nous raconte tout, alors on vous attend pour la suite. À la prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer juste là en bas pour vous abonner à la chaîne YouTube officielle Basis Point.